les États sont revenus, allez, disons, à partir des années 2005 et dans les années 2008-2010, vous avez des révélations autour de grandes affaires d'espionnage. En France, c'était les affaires Areva, par exemple, dans lesquelles vous avez eu pas mal de communication. Ensuite, vous avez bien vu toutes ces années, il y a eu des rapports assez conflictuels entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis accusant la Chine d'être un espion. Ce dialogue a assez vite basculé avec l'affaire Snowden, où les États-Unis se sont retrouvés du coup au banc des accusés. Et la Russie, dont on ne parlait pas dans le numérique, a réémergé comme étant une forte puissance numérique. Et quand on continue un petit peu l'histoire, on arrive en 2014-2015, et là on a vu éclater l'utilisation par Daesh de la propagande à des fins tactiques militaires, avec un système de propagande remarquablement bien organisé, mais qui était hébergé dans nos sociétés occidentales, y compris en France, chez tous les grands acteurs du net, et avec une organisation qui a été capable d'exploiter de façon remarquable à la fois toute la technologie qui était offerte, mais aussi tous nos vides juridiques qui lui permettaient d'avoir ces infrastructures hébergées chez nous, dans nos grandes entreprises. Donc tout simplement pour illustrer le fait que c'est allé extrêmement vite, de façon extrêmement galopante, et que cette menace est devenue de plus en plus prégnante. Et cette menace, elle est à la fois sur la sémantique, sur l'information, sur la propagande. Et vous voyez aujourd'hui tous les débats qu'il y a autour des fake news et des théories du complot et ainsi de suite. Et de l'autre côté, elle est aussi sur des attaques extrêmement pointues. Je renvoie sur l'événement Stuxnet, qui était une attaque contre le cœur du sanctuaire le plus protégé en Iran, dans lequel une arme informatique est quand même réussi à rentrer et à perturber les centrifugeuses. Donc là, pour moi, cette attaque-là, c'était un petit peu le missile de croisière du numérique. Et à côté, vous regardez vos journaux aujourd'hui, vous avez des attaques informatiques dans tous les coins, et ça n'arrête pas. Et l'attaque informatique la plus facile aujourd'hui, c'est le mail piégé. On vous en envoie quelques millions, si vous avez 1% des gens qui cliquent, et donc c'est banco pour le cybercriminel, il récupère ce qu'il faut. L'autre point, c'est que l'attaque par mail piégé est la chose qui marche le mieux aujourd'hui. Un mail piégé bien fait, vous rentrez dans une entreprise même bien protégée, ou même dans un organisme d'État, relativement facilement, parce que vous avez toujours 5%, 10%, 20% des gens qui cliquent quand ils reçoivent un mail avec un sujet qui les passionne, un sujet d'intérêt. Si vous êtes encore dans le monde de l'entreprise, faites le test, faites faire un mail piégé par vos services sur un sujet qui intéresse une catégorie de vos personnels, et je vous garantis qu'il y a au moins 30% des gens qui cliquent, et que l'attaquant aura déposé à l'intérieur de votre réseau une petite tête de pont. Après, il faudra qu'il l'exploite pour s'introduire. Mais s'introduire aujourd'hui, quels que soient les dispositifs de sécurité, si c'est bien fait, si c'est bien combiné, on rentre. Et vous rentrez parce que derrière, vous faites du social engineering, vous faites de l'environnement. Donc simplement pour dire ça, parce qu'une attaque informatique, c'est pas que l'acte d'un pirate, c'est pas qu'un acte informatique, c'est de plus en plus une opération un peu compliquée, mêlant renseignement et mêlant informatique. L'autre caractéristique de cet espace, c'est que c'est un espace qui gomme toutes les frontières. C'est un espace aussi qui se prête pas bien à tout ce qui est dissuasion au sens traditionnel du terme, au sens stratégique française, dissuasion nucléaire, dissuasion du faible au fort, où la dissuasion ou l'arme nucléaire est une arme de non-emploi. L'informatique, l'attaque informatique, au contraire, c'est une arme d'emploi. Vous en avez employé tous les jours par des groupes d'obédience divers. Ça peut être du type Anonymous, qui est de la revendication, ou ça peut aller jusqu'au groupe de hackers extrêmement compétents qui travaillent un jour pour un État et le lendemain pour lui-même. Donc vous avez une multitude d'acteurs. Vous avez aussi un point important, c'est à partir du moment où on utilise une arme informatique qui, in fine, est un programme informatique, un virus. Ce truc-là est généralement assez rapidement connu de tous les analystes. De la place. Il est démonté par des sociétés comme Symantec, McAfee, Kaspersky, j'en passe, et des meilleurs. Mais il est aussi analysé par des tas de hackers blancs ou ainsi de suite. Et
Ce qui fait que très vite, une arme informatique utilisée appartient à la communauté, Donc il peut être réemployé quasiment par n'importe quel groupe. Donc c'est marqué de fait par une très 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 forte prolifération. Et j'aime bien comparer souvent la Kalachnikov et le missile de croisière. Vous avez dans le monde aujourd'hui beaucoup plus de morts par la Kalachnikov, y compris dans des affaires de banditisme, que par missile de croisière. Donc l'arme informatique, c'est un petit peu ça. C'est la Kalachnikov que vous pouvez trouver partout, aussi bien dans votre banlieue que dans des attaques de portée stratégique. Donc ça, c'est un élément important quand on parle d'attaques informatiques ou ainsi de suite. Ça veut dire que les armes peuvent être reconstituées à partir des modules, un peu dans la logique des logiciels libres et des communautés logiciels libres, à partir de briques qui viennent de différents endroits. Donc ça rend très très compliqué ensuite l'attribution, puisque vous avez aujourd'hui des morceaux d'armes qui ont été révélés pendant des affaires de la NSA, qui peuvent être récupérés par des groupes de hackers de Corée du Nord, de Corée du Sud, ou ainsi de suite. Donc la marque de fabrique est un peu plus compliquée à avoir. Un espace, il est maritime, il est terrestre, il est aérien, et tout cela se combine, s'auto-alimente, et il n'y a pas d'espace qui soit totalement autonome des uns par rapport aux autres. Donc c'est une approche globale, la guerre est globale, le conflit est global, pour in fine peser sur la volonté d'un adversaire ou ses capacités. Donc cet espace, il est vu globalement. Et je pense que si on peut dire pour moi, le numérique, c'est un peu comme la mer. On ne gagne pas le combat, on ne gagne pas la guerre en mer, mais on peut la perdre. Et je vous renvoie à Napoléon, je vous renvoie à Hitler, ou ainsi de suite. Mais on ne gagne pas la guerre en mer. On vit sur Terre, les activités humaines sont sur Terre, et c'est là où on crée la valeur, c'est là où on crée des emplois, c'est là où les nations se sont fondées. Par contre, on peut la perdre, et je pense qu'on peut la perdre très largement dans le numérique. Puisque si on vous neutralise toutes vos capacités, y compris vos capacités de production, avant le déclenchement d'un conflit ou pendant une crise, vous n'existez plus. Donc pour moi, le numérique, c'est le summum de la pensée de Sun Tzu dans l'art de la guerre, qui finalement faire tomber son ennemi sans combattre, et que le numérique marche bien, puisque c'est des espèces de zones de brouillard, de zones grises, où on a beaucoup de mal à savoir qui attaque qui, à part en jugeant les effets. C'est quelque chose d'assez remarquable, et on voit bien que c'est une arme qui apparaît presque quasiment dans toute crise aujourd'hui. Il n'y en a pas une sans qu'il y ait quelque chose ou un pendant informatique. Et je vous renvoie à toute l'actualité récente dans les journaux. Donc je reviens, la souveraineté numérique, pour moi, ça a bien deux pans. La cybersécurité, oui. Et la cybersécurité, mais ça se mesure, ça se quantifie. Et je défie aujourd'hui quiconque de prouver que la cybersécurité appliquée par un grand fournisseur de cloud comme Google, par exemple, est meilleure ou moins bonne que celle d'un grand opérateur français, si on met de côté le chiffrement. Quand vous prenez ces grands fournisseurs de services américains, ils ont un niveau de souveraineté qui est quasiment numérique, qui est quasiment largement supérieur à celui d'un État. Vous prenez Google aujourd'hui, votre téléphone rentre en liaison avec un point d'entrée dans leur réseau, à 400, 500 mètres d'ici, à peu près, quand vous êtes à Paris. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans le monde de Google, vous êtes sur leur propre chiffrement, vous êtes sur des canaux concédés qui leur appartiennent, vous prenez des autoroutes de l'information ou des fibres optiques qui leur appartiennent. Aujourd'hui, ces grandes compagnies disposent de câbles transatlantiques comme les États ou comme les grands opérateurs. Et vous entrez assez rapidement dans des grands data centers dans lesquels ils ont démonté la technologie pour la remonter avec des composants qu'ils ont fait. Ce niveau de souveraineté, à part les camarades de la NSA, je ne vois pas qui en dispose à travers le monde, et on n'a pas du tout le même niveau de souveraineté. Bien sûr, vous utilisez les autoroutes de l'information, pareil, pour transmettre vos informations et vous les chiffrez. Mais vous ne pourrez pas tout chiffrer. L'autre volet, c'est la confiance. Et il ne peut pas y avoir de numérique sans confiance. Et la confiance se retrouve par le cadre juridique, l'avenir de la société avec qui vous confiez vos données. Le monde numérique va très vite. Est-ce que la société qui aujourd'hui est tout à fait européenne le sera encore dans 3 ans, 4 ans? Tout ça, ça se vérifie. Et une communauté de destin.
Je crois que la notion de communauté de destin est importante. Est-ce que vous avez une communauté de destin aujourd'hui avec un grand GAFAM? Je pense qu'on l'a davantage avec un certain nombre de sociétés européennes qui créent des emplois en Europe, qui investissent en Europe et qui payent leurs impôts, ainsi de suite. C'est tous ces attributs qui doivent être, je pense, analysés et dans lesquels nous, services de l'État, après, avons besoin d'avoir des guides pour pouvoir y aller plus en confiance. Je voulais simplement vous livrer ce témoignage. Bon, je n'ai pas voulu rentrer trop dans les affaires un peu techniques, mais je pense que le débat qui est sur la table aujourd'hui, c'est celui de cette souveraineté numérique, celui d'une prise de conscience que nos données sont un bien commun et que si c'est un bien commun, l'État doit légiférer, l'État doit mettre en place un certain nombre de choses et on doit en être bien convaincu et surtout tout se poser les questions dans les organisations à qui on appartient, de savoir à qui on donne ces données, ces métadonnées, qui finalement, en étant croisées, recroisées avec des tas d'algorithmes, donnent beaucoup de renseignements sur nous et renseignements qu'on a accepté de leur donner. Donc je pense que on est à ce point de prise de conscience. Et derrière, si on veut avoir une approche qui est une approche européenne de retrouver cette autonomie stratégique, il faut que des grands acteurs émergent dans toutes les dimensions du numérique. Ce n'est pas la peine d'avoir des super acteurs de l'intelligence artificielle si, in fine, la manne sur laquelle ils travaillent appartiennent à des sociétés ou à des gens qui sont des GAFA, qui ne sont pas des Européens. Aujourd'hui, ça fait rigoler quand vous voyez des grands trucs qui disent ouais, super, je fais des super trucs d'algorithme, d'intelligence artificielle, je suis vachement fort, je sors en 3 semaines un applicatif. Ah ouais, elles sont où tes données? Ah bah elles sont chez Open 365, hébergées aux États-Unis. Voilà, il y a un peu une prise de conscience quand vous voyez que finalement exploiter les métadonnées, ainsi de suite, pourra faire émerger chez un Amazon, un Google, finalement quelqu'un qui vendra des médicaments bien mieux que vous. Je veux dire que ça interroge nos modèles. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis que ça interroge nos modèles et qu'il y a des tournants qu'il ne faut pas rater. Et je pense qu'aujourd'hui, en Europe, il y a encore quelques grands acteurs de l'hébergement. Il y a encore quelques grands acteurs qui sont des acteurs de l'infrastructure. Là, je parle bien d'infrastructure. Et c'est au moment où aujourd'hui, je pense qu'il faut aider que les États se rapprochent. Je sais qu'il y a des initiatives franco-allemandes qui vont être prises et que c'est un élément extrêmement important parce qu'on ne peut pas se permettre de rater tous les tournants de l'informatique les uns après les autres et de continuer à croire qu'on est indépendant. Il y a un excellent rapport qui a été écrit par les députés il y a quelques années sur Europe, colonie numérique des États-Unis. Voilà, donc je pense que ça posait déjà bien les termes du débat et que je pense que c'est vraiment des débats de fond dans l'entrée, dans cette révolution numérique, avec à qui finalement on confie nos données, à qui finalement on confie nos algorithmes. Et c'est des débats sociétaux, je pense, beaucoup plus profonds que le simple cybersécurité. Voilà.